Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée d'été et toujours en bonne compagnie avec l'équipe de 28 minutes. Bonsoir à vous chers amis. Bonsoir Mathieu. Et l'actualité du jour, eh bien, c'est la fin de la Coupe du Monde de foot et ses liaisons de plus en plus étroites entre le sport, le business et la politique, à l'image de la satisfaction de Donald Trump hier après la finale entre l'Espagne et l'Argentine. This was one of the greatest events of any kind ever held. So we're really happy that it did so well. And all over the world, people have come and they've loved our country. Alors, entre pause fraîcheur, spot de pub et prix des places délirants, la dérive financière du sport mondial est-elle une fatalité ou une autre gouvernance est-elle possible? Le sport peut-il encore échapper à la politique? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui ne lâchent rien, tant au niveau physique, mais également capillaire, faut bien dire, mais surtout au niveau chronique, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Bonsoir à vous. Alors Marjorie, au menu ce soir. Vous connaissez tous le tableau Le Baiser de Gustav Klimt. Eh bien, figurez-vous que maintenant, vous allez pouvoir l'avoir dans votre salon pour quelques centaines d'euros. Comment? Grâce au Lego. Je vous raconte ça tout à l'heure. C'est vous, Théophile? La tapisserie de Bayeux est à Londres, prêtée pour 1 an au British Museum. Son transfert a été une véritable odyssée et l'aventure n'est pas finie. L'inspection commence aujourd'hui pour vérifier qu'elle est nickel avant exposition. Prêter sa tapisserie aux Anglais, je vous raconte comment ça marche. On vous retrouve bien sûr en fin d'émission, car avant ça, une question. Connaissez-vous beaucoup de gens qui se sont rendus sur l'île de Sainte-Hélène, vous savez, ce caillou perdu dans l'Atlantique où Napoléon a passé son dernier exil? Alors c'est vrai que ce n'est pas la destination la plus courante, mais l'écrivain Jean-Christophe Ruffin, lui, s'y est rendu. Il y a rencontré des fans de l'empereur et en a rapporté une nouvelle aventure d'Aurèle le Consul. Il vient nous parler de cette folie Sainte-Hélène, avec ou sans bicorne, tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Jean-Christophe Ruffin. Bonsoir Jean-Mathieu. Vous êtes écrivain, ancien diplomate, membre de l'Académie française. Votre dernier livre, donc La folie Sainte-Hélène, publié chez Calman Lévy, nouvelle aventure d'Aurèle le Consul. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Hélène Roussel, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Ravi de vous accueillir pour cette semaine. Également Fanny Veil, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors forcément, on est toujours intrigué par Sainte-Hélène. Jean-Christophe Ruffin, là c'est la 7e livre consacré donc à Aurèle, ce fameux consul. Cette fois donc cette intrigue se passe à Sainte-Hélène. Vous y êtes allé sur place et vraiment, quand vous parlez de folie Sainte-Hélène, cette folie autour d'ailleurs même de l'empereur Napoléon, vous avez pu la constater sur place. Oui, oui. Alors moi, je vais toujours dans les endroits dont je parle. Je me suis fait cette règle parce que sinon, je trouve qu'on est à côté de la plaque. Et Sainte-Hélène, en plus, on ne peut pas imaginer ce que c'est sans y être allé, quoi. Oui. Voilà. On n'est pas obligé de rester 6 ans, comme l'empereur, et d'y mourir. Mais ça, il faut y aller. Il faut y aller parce que voilà, il y a une atmosphère très particulière. Les fondus de Napoléon, en général, sont plus attirés par les grandes batailles. Vous savez, les gens qui font des reconstitutions, ils préfèrent l'empereur quand il gagne. Ouais, c'est ce que je veux dire, parce que Sainte-Hélène, c'est un peu l'empereur quand il a perdu. Ouais. Voilà. Et c'est très triste, quoi. Ouais. Mais il y en a quand même beaucoup, et en tout cas, ceux qu'on voit là-bas sont passionnés, quoi. En tout cas, les Français. Ouais. Les Français. Parce que c'est une île anglaise. Oui, bien sûr. Voilà. Alors on va parler de tout ça dans un instant, mais avant ça on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour nous parler de Sainte-Hélène, Jean-Christophe Ruffin, et c'est Olivier Boucreux qui vous explique tout ça. Jean-Christophe Ruffin, vous avez été médecin, humanitaire, ambassadeur et académicien. Toutes ces vies se retrouvent dans La folie Sainte-Hélène, où vous envoyez Aurèle Timeshkou, votre consul chauve et amateur de vin blanc, enquêter sur la disparition d'un diplomate. Pour faire entrer la géopolitique dans le polar, vous avez le profil idéal. Flashback années 50, Bourges. Jusqu'à 10 ans, vous grandissez chez vos grands-parents, plongés dans les livres. Votre grand-père est médecin, résistant, rescapé de Buchenwald. Très tôt, vous apprenez qu'une vie peut contenir plusieurs histoires. Vous choisissez la médecine. À 26 ans, vous partez en Éthiopie avec Médecins sans frontières. Puis viennent le Nicaragua et l'Afghanistan. L'humanitaire vous plonge dans les guerres. L'aide qu'on apporte est utilisée à d'autres fins qui ne sont pas des fins personnelles, si vous voulez, mais qui sont des fins politiques. Vous écrivez des essais nourris par le terrain, conseillez des ministres, devenez diplomate puis ambassadeur au Sénégal. On vous propose la politique, vous préférez garder votre liberté et prendre de la hauteur près du Mont Blanc où vous pratiquez l'alpinisme. À 45 ans, vous passez au roman avec L'Abyssin, l'épopée d'un jeune médecin envoyé en Éthiopie sous Louis XIV, prix Goncourt du premier roman. J'avais jusqu'ici écrit des essais, c'est-à-dire des choses, il faut bien le reconnaître, qui étaient très ennuyeuses, qui m'ennuyaient moi-même et qui ennuyaient les autres. 4 ans plus tard, Rouge Brésil, sur la tentative française de colonisation du Brésil, reçoit le prix Goncourt.
En 2018 apparaît Aurel Timeshkou dans Le Suspendu de Conakry, tir au flanc, pianiste, un mélange de Monsieur Hulot, Colombo et... C'est pas tout à fait moi, mais en tout cas, c'est un double qui me permet de mettre en scène des choses que j'ai vécues. Grâce à lui, vous contournez le secret médical et le devoir de réserve et donnez le premier rôle au diplomate resté dans l'ombre. Dans La Folie Sainte-Hélène, 7e épisode de la série, vous l'envoyez sur l'île où Napoléon a vécu ces dernières années. Le consul chargé d'administrer le domaine de Longwood a disparu. Autour de cette énigme, vous explorez un territoire isolé où le souvenir impérial nourrit encore les passions, car chaque aventure d'Aurel est pour vous l'occasion de donner un coup de projecteur sur des réalités internationales mal connues. Alors Jean-Christophe Ruffin, dans cette 7e aventure d'Aurel, justement, vous enquêtez, Olivier le disait, il enquête sur la disparition du consul de France à Sainte-Hélène. Et c'est vrai que parfois on peut s'étonner, il y a donc encore un consul de France à Sainte-Hélène. Oui, alors qu'il n'y a pas de Français, à part lui. Mais Sainte-Hélène, c'est une île britannique, et pour des raisons historiques, la France a acheté ou reçu en héritage, on peut dire, les lieux napoléoniens, c'est-à-dire la première maison où Napoléon a été hébergé en arrivant, le domaine de Longwood et sa tombe qui est vide, évidemment, maintenant. Voilà, donc ces 3 lieux nous appartiennent. C'est un petit peu comme une ambassade, c'est-à-dire vous mettez le pied là, vous êtes en France. Et évidemment, il faut s'en occuper. Il y a un consul qui est là pour ça. Voilà, c'est un homme extraordinaire. Il s'appelle Michel d'Ancoine Martineau, qui est passionné, heureusement, parce que ça fait 30 ans qu'il est là. Voilà. Et il a pris la suite de son père, qui était déjà consul là-bas. Oui, c'était... voilà, et il fait vivre ce domaine. Jean-Christophe Ruffin, en tant que diplomate, en tant que médecin, vous êtes tenu au secret. La littérature vous permet sans doute de contourner cette contrainte. Quel secret recèle l'île de Sainte-Hélène ? Alors, j'allais vous dire qu'il faut lire le livre pour ça. Oui, on ne va pas tout déflorer. Mais il y a 2 types de secrets. Il y a d'abord cette faune, j'allais dire napoléonienne ou napoléonophile, je ne sais pas comment on peut dire. Ça, c'est une chose qu'on découvre en lisant ça. Mais au-delà de ça, Sainte-Hélène, c'est une île britannique, comme l'Angleterre, on entretient beaucoup, la France aussi d'ailleurs. Hein. Et alors, parfois, elles font le devant de l'actualité. Par exemple, les Malouines ont été très célèbres. Elles ont le même statut, hein, ce sont des territoires britanniques d'outre-mer. Voilà, et c'est peut-être autour de ça qu'il y a des secrets, parce qu'il s'y passe des choses... qui ne sont pas forcément sous contrôle international. Mais c'est très intéressant, justement, le statut de ces petites îles. Il y a un petit côté paradis fiscal aussi, il faut le dire aussi. Voilà, c'est un mystère aussi de Sainte-Hélène. Une chose, alors c'est vrai que Jean-Christophe Ruffin, vous aimez le polar, vous aimez le roman, vous aimez la géopolitique. Donc ça, c'est un cocktail qui fonctionne très bien en littérature. Et on va le voir avec vous, Fanny, ça marche très bien aussi au cinéma. Ah oui, exemple le plus récent, le film Le Mage du Kremlin, adapté du livre de Giuliano d'Ampoli, l'histoire d'un jeune homme du nom de Vadim Baranov, artiste puis producteur de télévision avant de devenir l'homme de l'ombre et le stratège de Vladimir Poutine. La semaine de sa sortie, le film a réalisé le meilleur démarrage en salle. Aujourd'hui, il cumule plus de 680 000 entrées, un record pour son réalisateur Olivier Assayas. En 2019, c'est le film Vice qui lui aussi a été salué par la critique. Il retrace le parcours de cet homme, Dick Cheney, vice-président américain de George W. Bush et artisan de la guerre en Irak. Le film avait été nommé 8 fois aux Oscars. Et côté français, eh bien, on pense tout de suite à Quai d'Orsay, sorti en 2013, adapté d'une bande dessinée du même nom, sur les coulisses de la diplomatie française. Un succès, là encore, pour son réalisateur, Bertrand Tavernier, avec près de 900 000 entrées au cinéma. Jean-Christophe Ruffin, vous, l'un de vos livres, Le Collier Rouge, a déjà été adapté au cinéma. Est-ce que vous verriez les aventures d'Aurel le Consul sur grand écran ? J'espère, mais alors moi, j'ai pas franchi le pas, comme font certains écrivains, de partir vers le scénario et parfois même la réalisation, comme Marc Duguin, par exemple, qui a fait ça. Vous avez cité Quai d'Orsay, Antonin Baudry, qui avait fait le script de la BD, est devenu lui-même avec... c'est la Trace du loup, comment s'appelait Alors, c'est le Chant du loup, et maintenant, donc, bien sûr, De Gaulle. Voilà. Et donc, voilà, moi, j'ai pas voulu faire ça. Alors, j'en suis réduit à être un peu sur le trottoir, à présenter ma petite marchandise, à attendre que quelqu'un veuille bien la prendre. Mais c'est très bizarre. De temps en temps, les réalisateurs se précipitent et s'enthousiasment. Et je pense que ça arrivera un jour, parce qu'au bout de 7 épisodes qui gardent un public vraiment soutenu, que ce soit en grand format,
publié ou en poche, je pense que ça va finir par intéresser quelqu'un. C'est pas très facile à faire parce que vous avez dit que ça avait du succès, ce genre de film, mais ils sont aussi très chers à faire parce que c'est notamment ceux-là, si on devait les adapter, parce que Sainte-Hélène, c'est pas la porte à côté. Si on tourne vraiment à Sainte-Hélène, parce qu'on peut peut-être tourner à l'île de Ré, si vous voulez, mais enfin, si on tourne vraiment à Sainte-Hélène, c'est cher. Jean-Christophe Ruffin, vous avez été donc ambassadeur de France au Sénégal. Votre parole est plus libre aujourd'hui, et vous avez toujours un regard tout de même sur la politique internationale. Et vous parlez aujourd'hui de la France, un peu comme vous dites, la France, c'est la grenouille qui se prend pour un bœuf actuellement, la France à l'international. Ça voudrait dire que le président de la République, Emmanuel Macron, se voit plus influent qu'il ne l'est, d'après vous? Oui, si vous voulez, moi je suis assez sensibilisé à la question de nos relations avec l'Afrique, par exemple. Et j'ai assisté, comme vous, mais peut-être avec plus de, comment dirais-je, avec une implication plus grande, à un lent décrochage. La France en Afrique a perdu énormément de son influence en peu de temps. Alors, on est passé du fantasme et un peu de la réalité aussi de la France-Afrique, c'est-à-dire de liens très privilégiés, à une espèce de désert, si vous voulez, dans lequel notre parole ne compte pas beaucoup. Voilà. Et moi, ce que j'ai voulu dire quand j'ai utilisé cette comparaison de la grenouille se prend pour un bœuf, c'est que pour peser sur la scène internationale, il faut évaluer son propre poids, notamment son poids économique, si vous voulez. Voilà. Et donc, parfois, on a tendance à vouloir, vous voyez, ça frapper avec ces petits points, sans se rendre compte qu'on ne fait pas le poiit. Alors c'est très très important quand même de garder ça à l'esprit et voilà. Mais je le déplore. C'est pas du tout. Moi je fais pas du tout partie de ceux qui se réjouissent de l'affaiblissement de la France. Je le déplore et ça n'est pas irréversible. Mais il faut en être conscient. Dans votre livre précédent, D'or et de jungle, vous évoquiez un coup d'État au sultanat de Brunei via les GAFAM, une dystopie en quelque sorte, sauf que l'américain Elon Musk soutient les extrêmes droites européennes. On l'a vu récemment avec la candidate Marine Le Pen il y a quelques jours. Est-ce que finalement on pourrait craindre, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète de voir un coup d'État en France 2.0 ? Alors, un coup d'État, peut-être pas, mais moi, quand j'avais écrit ce livre, c'était dans une période où Musk avait un peu tout perdu, puisque Trump n'avait pas été réélu, et du point de vue politique, était un peu en déshérence. Ce que je disais, et j'essaie de le démontrer avec ce livre, c'est que ces grandes puissances économiques que sont les géants du numérique ont envie et besoin, à terme, de contrôler des États. C'est très important pour eux. Parce que contrôler des États, ça leur permet de contrôler des normes et arriver au point où ils en sont des recherches et des capacités qu'ils ont de transformer la société. Ils butent sur ces normes. Il y a plein de domaines, par exemple, je sais pas, la bioéthique, etc., où on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a des normes. Quand vous contrôlez un État, vous contrôlez les normes, faites ce que vous voulez. Donc, je suis persuadé de ça. Entre-temps, donc moi, quand j'ai publié ce livre, j'avais pris un petit laboratoire qui était tout petit sultanat comme ça pour montrer que finalement avec des fake news etc la question du coup d'État changeait complètement de nature. Le coup d'État on le voit toujours un peu à la papa, vous savez, où type avec trois pétoires prennent la radio nationale et disent je suis le président. Bon, c'est fini ça. Donc je pense qu'un certain nombre des outils qui sont mis en scène là-dedans peuvent arriver. Est-ce que ça peut arriver chez nous ? Je ne risquerai pas à le dire. Mais en tout cas, ils ont très envie de contrôler des États, ça c'est sûr. Et ils en ont les moyens, parce que vous avez, dans les États du monde, beaucoup qui ont des budgets qui sont infiniment inférieurs au chiffre d'affaires de ces grandes entreprises. Ouais, peut-être pour faire face, ça sera Aurel Le Consul, en tout cas, qui fera face, en tout cas, à ces coups d'État numériques et qui les dévoilera. Voilà, en tout cas, sa dernière aventure. La 7e, c'est à Sainte-Hélène. La folie Sainte-Hélène, publiée chez Calman Levy. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin, d'être passé ce soir par le plateau de 28 minutes. Allez, passons maintenant à notre débat. $450, tel est le prix minimum que vous pouvez débourser sur le site de la FIFA pour obtenir un bout de pelouse du MetLife Stadium où s'est déroulée hier la finale de la Coupe du Monde de foot. Un exemple de la folie financière qui s'est emparée de cet événement sportif où se mélange ballon rond, business et politique et qui a fini par donner un goût amer au spectacle footballistique. La FIFA, organisatrice du mondial, a rempli ses caisses avec la bénédiction de Donald Trump. Alors jusqu'où peut-elle faire monter les prix ? Le sport n'est-il désormais qu'au service du portefeuille des intérêts politiques des pays organisateurs ? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Il espérait un triomphe,
il a récolté des huées. En marge de la finale de la Coupe du Monde hier, Donald Trump a tenu, sans surprise, à s'attribuer le succès supposé de cette compétition. Alors que Donald Trump s'éternise sur la pelouse hier soir, Gianni Infantino, président de la FIFA, l'invite aussi discrètement que possible à quitter l'estrade. Avec le match d'hier, s'achève une Coupe du Monde qui restera dans les annales comme celle du bling-bling. 105 $, le ticket de métro aller-retour pour assister à la finale hier. Et des billets qui tout au long de la compétition ont défrayé la chronique par leur cherté. 3 500 $, 2 billets. On l'a fait pour les souvenirs, on a passé un bon moment. C'est ridicule que ce soit aussi cher et la FIFA devrait avoir honte. Pas de siège en dessous de 6 700 € pour la finale hier, selon la plateforme de revente SeatGeek. Tout semble avoir été fait pour maximiser la rentabilité de l'événement. Au-delà du business, cette Coupe du Monde a aussi battu les records des couacs diplomatiques. L'équipe iranienne n'a pas été complètement libre de ses mouvements. Des supporters de pays africains ont été déclarés persona non grata. Et un arbitre somalien a même été refoulé par la police des frontières. L'ONU a fini par réagir. J'espère vraiment qu'il y aura une remise en question en profondeur de la manière dont l'application des politiques migratoires affecte les droits de l'homme et la dignité humaine. Pas de quoi freiner les ardeurs d'un Donald Trump. Le président américain est allé jusqu'à décrocher son téléphone pour demander l'annulation du carton rouge d'un joueur américain auprès de la FIFA. Alors, les prochaines Coupes du Monde, qui envisagent déjà des compétitions à 64 pays, vont-elles accentuer cette tendance au foot business et à la politisation ? L'appât du gain a-t-il définitivement pris le pas sur l'esprit sportif ? Est-il encore possible de rectifier le tir ? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Cyril Linette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur général des sports du groupe Canal+. Vous avez aussi dirigé le journal de l'équipe et l'entreprise de paris sportifs PMU. Et selon vous, cette Coupe du Monde marque indiscutablement la victoire du foot business. On ne peut pas reprocher à la FIFA de le développer car le business, dites-vous, est aujourd'hui central dans le sport. À vos côtés, Lucas Aubin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de la géopolitique du sport et de la Russie. Votre dernier livre avec Jean-Baptiste Guégan, La guerre du sport, une nouvelle géopolitique, c'est publié chez Talendier. Et selon vous, le carton rouge annulé après l'intervention de Donald Trump constitue un symptôme d'ingérence politique placé au cœur du jeu. Cette question d'ingérence dans le foot va se poser de plus en plus sérieusement dans les années à venir. Et puis, Vanessa Lemoyne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Beansport. Selon vous, Gianni Infantino, qui est donc le président de la FIFA, tient une posture ambiguë entre discours humaniste et logique purement business. Sa réélection quasi assurée en 2027 est le fruit, dites-vous, d'un lobbying assumé. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et l'objet du jour. C'est une bague, Jean-Mathieu, une bague que le capitaine de l'équipe espagnole, Rodri, a reçue de la FIFA. Cadeau, hein. Alors des bagues comme ça, il y en aura au total 2026 comme l'année 2026. 30 réservées aux Espagnols, aux vainqueurs. Et puis 1996 qui seront mises à la disposition, à la vente, bien sûr, pour les supporters dans le monde entier. Alors regardez cette bague, d'un côté, le trophée de la Coupe du Monde, de l'autre, les couleurs de l'équipe victorieuse. Elle est en or jaune, 18 carats, 89 diamants, 36 saphirs, 12 000 $ le prix, soit un peu plus de 10 000 €. Outrance dérive du foot business, Cyril Linette, ou bien est-ce que c'est une évolution naturelle, finalement, issue de la tradition américaine ? En tout cas, on ne peut pas s'étonner que dans l'antre du sport business que sont les États-Unis, la Coupe du Monde ait été à ce point influencée par les manières américaines. Je ne veux pas dire que ce sera, on ne peut pas forcément considérer que ce sera le cas à chaque fois. C'est-à-dire que l'identité très forte que le pays organisateur, d'ailleurs on a oublié que le Mexique et le Canada ont aussi organisé, a imprimé sur cette Coupe du Monde, je ne sais pas si elle est reproductible à l'infini. Je n'ai pas eu le sentiment, on parlera politique tout à l'heure, qu'au Qatar ou en Russie, il y avait d'autres sujets, mais on avait à ce point une identification entre l'ADN local et l'organisation et la Coupe du Monde. Donc les Américains ont mis effectivement leurs grosses pattes de sport business, pas toujours très fine sur la Coupe du Monde. Ça s'est vu. On peut aimer ou ne pas aimer. Je ne sais pas si ça se reproduira à chaque fois. Alors, dans des exemples de business, on a vu donc les bagues, vous l'avez dit, Hélène. Je parlais tout à l'heure de ces bouts de pelouse qu'on peut acheter maintenant, donc de la pelouse de New York, du stade de New York hier où s'est déroulée la finale. Il y a même des conférences de presse
payante. Ça paraît assez incroyable. Les prix, alors ça c'est pas la FIFA, mais le prix des transports aussi qui s'est envolé. Et regardez aussi combien ça a coûté, hein, les prix des transports. C'était 127 € pour se rendre en train de New York au MetLife Stadium, hein, et 11 €, voilà, alors que c'est 11 € en temps normal. Alors forcément, au départ, la question qu'on peut se poser, Vanessa Lemoyne, c'est que nous, on peut se plaindre, on peut s'étonner de ça, mais pourtant on voit qu'il y a un vrai public pour ce genre aussi de produits. Est-ce que c'est si choquant que ça ? Moi, ça me choque, ça c'est une certitude, parce que dès le départ, quand on a vu les prix s'envoler comme ça, la première réflexion que je me suis faite, je me suis dit c'est la Coupe du Monde des ultra-riches en fait. Et ça correspond un petit peu aussi à l'état d'esprit de Donald Trump, et c'est comme ça qu'il a inspiré cette Coupe du Monde. Après, au départ, on a vu des stades qui étaient vides pour la plupart. Et petit à petit, en fait, on a vu les stades se remplir parce que c'est aussi ça les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils se sont pris de passion pour cette Coupe du Monde. Et c'était un petit peu l'objectif aussi, c'était d'emmener les populations. Au Mexique, tout de suite, c'est un pays de football, donc les stades étaient remplis. Le Canada, ils ont aussi cette culture autour du sport, comme les États-Unis. Et ça s'est rempli petit à petit pour arriver à cette finale où, au final, avec des tarifs qui sont absolument incroyables, et des places qui ont été prises, voilà, tout simplement. Lucas Aubin, on a aussi beaucoup parlé quand même des pauses fraîcheur, ces pauses finalement surtout publicitaires. On a des spots de 20 secondes qui ont été vendus 200 000 € au début et puis qui sont arrivés à plus de 425 000 € pour la finale. Là, on est quand même dans ce foot business. Oui, je pense que le titre de votre émission est parfait pour ça, évidemment. C'est-à-dire que le foot business est devenu énorme, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut bien se rendre compte que la FIFA, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, est montée crescendo. Ça n'est pas apparu ni sous Gianni Infantino, ni sous Donald Trump. Ça, c'est une chose et c'est important de l'avoir en tête. Par contre, très clairement, on atteint aujourd'hui un paroxysme, et un paroxysme qui modifie même les règles en fait, du football. Les pauses fraîcheurs, on ne les avait pas avant, donc maintenant on a une pause. Les entraîneurs peuvent discuter avec leurs joueurs, changer la tactique potentiellement, etc. Bon, donc c'est toutes les 15 minutes, en effet, le match s'arrête. C'est une fois par mi-temps. Une fois par mi-temps. Une fois par mi-temps à peu près. Mais on ne peut pas reprocher à la FIFA est une institution dont le métier est de développer le foot dans le monde. C'est pas une ONG, c'est une institution. Son métier, c'est d'aller chercher, de développer des produits, de développer le football dans des nouveaux marchés, et donc de générer le plus de revenus possible, sachant que ceux-ci, après ça peut poser des questions en termes de transparence, ont pour objectif de ruisseler auprès de l'ensemble du football mondial. Donc c'est pas une ONG, mais elle a quand même une vocation de tenir le football mondial. Si ce n'est pas la FIFA d'ailleurs, c'est des organismes privés dans tous les sens et le football ne se portera pas mieux. Donc on ne peut pas reprocher à la FIFA de chercher à générer du revenu. Quand vous développez des pauses fraîcheurs, moi je ne suis pas fan, je suis né avec le foot européen, ça fait longtemps que je regarde des matchs, ça m'a indisposé tout au long de la Coupe du Monde. Mais ça a permis, même si tous les pays n'ont pas adopté la même règle, ça a permis aux diffuseurs de vendre des publicités supplémentaires, y compris à Bein. Ça permet donc aux diffuseurs d'acheter les droits. Ça permet à des chaînes gratuites, des groupes gratuits comme M6, d'acheter les droits et de perdre un peu moins d'argent. Donc à l'ensemble des consommateurs de pouvoir suivre le foot à la télé. On ne peut pas dire tout et son contraire, c'est-à-dire on ne peut pas dire on veut que le football soit accessible au plus grand monde à la télé et empêcher les diffuseurs de faire de l'argent grâce aux pauses publicitaires. Donc je ne dis pas que c'est un élément positif, pas forcément, pour certains coachs peut-être, mais je pense que c'est un mal nécessaire, ça fait partie du développement. Et on va voir que quand même se faire de l'argent aussi, c'est tout un art, selon la FIFA, grâce à vous, Fanny, puisque vous en parliez de ces places pour la finale, justement à l'instant. Et pour assister à cette finale, il était question au départ de 4 catégories de tarifs. Et finalement, la FIFA a opté pour un système de tarification dynamique. En fait, de quoi il s'agit, ça ? Pour le dire simplement, c'est-à-dire que le prix d'une place au stade dépend en fait de l'offre et de la demande. Autrement dit, plus un match est demandé, plus les places seront chères. Ce système existe, on le connaît, pour les billets d'avion, les billets de train, certaines chambres d'hôtel ou concerts. Mais c'est la première fois qu'il est utilisé pour une Coupe du Monde de foot. Et la conséquence, ce sont des prix, vous allez le voir, qui s'envolent. Les places les moins chères pour la finale d'hier soir devaient à l'origine être vendues 700 €. Et les prix ont grimpé, regardez, à 6 700 € quelques heures avant le match, d'après le site de revente SeatGeek. Quant aux sièges les plus chers, le prix est passé de 9 600 € à l'origine à près de 189 000
€. Avec cette augmentation des tarifs et avec en plus la multiplication du nombre de matchs, puisque nous sommes maintenant dans une Coupe du Monde à 48 équipes, eh bien les recettes de billetterie ont explosé, 2,6 milliards d'euros supplémentaires par rapport à la dernière Coupe du Monde au Qatar en 2022, ce qui représente 2,3 milliards d'euros. Les associations de consommateurs s'inquiètent, elles dénoncent le manque de transparence, de lisibilité du mécanisme, elles redoutent les spéculateurs en plus qui achètent par paquet les billets afin de pouvoir les revendre plus cher. Avec ce système, elles craignent aussi donc que les supporters les moins fortunés soient totalement exclus des stades. Il y avait 60 000 Colombiens dans les matchs du Colombie ou 50 000 Équatoriens dans les matchs de l'Équateur. Justement, alors la question c'est qui, Vanessa Lemoyne, peut s'offrir aujourd'hui des places à ces tarifs-là pour aller voir un match de foot? Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai commencé comme ça, c'est les ultra-riches. Le meilleur exemple, c'est que lors de cette finale, il y avait en bord terrain, parfois on a pu voir ça sur les matchs de l'équipe de France, c'était avec les partenaires de l'équipe de France, où il y avait des privilégiés, mais ce sont des gens qui avaient gagné leur place, de pouvoir assister sur un canapé aux rencontres. Là, en fait, c'était des packages qui étaient vendus avec les hospitalités, donc l'accès en loge pour aller rencontrer les légendes FIFA et compagnie, et de pouvoir suivre la rencontre en bord pelouse pour un tarif de $1 million. Juste rappeler qu'à la base, alors moi je comprends le côté business et je travaille pour un diffuseur qui effectivement fait de l'argent en diffusant de la pub pendant les pauses fraîcheur, mais à la base, quand on dit pause fraîcheur, ça veut dire que c'est pour les joueurs qui puissent boire de l'eau parce qu'il fait trop chaud, ce qui n'est pas le cas dans un stade climatisé comme l'équipe de France face à l'Espagne où il faisait 22 degrés et donc la pause fraîcheur n'était pas forcément essentielle. Mais aussi, je rappellerai juste autre chose, c'est que le football, à la base, c'est quelque chose où tous, on peut sortir dehors, mettre une paire de chaussures, une chaussure de chaque côté, faire des buts et que n'importe qui puisse y jouer. Donc en fait, je ne comprends pas le principe de se dire que n'importe qui ne peut pas accéder à une rencontre. Bien sûr. La politique s'est invitée quand même dans ce mondial largement. Un arbitre somalien refoulé du sol américain, des supporters iraniens privés de billets. Il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui vont publier un rapport en septembre. Lucas Aubin, est-ce que ça peut changer quelque chose ? Changer quelque chose, je pense que tant que la FIFA n'est pas touchée directement, soit au portefeuille, soit à l'audiovisuel, à sa diffusion, etc., ça ne changera pas, à mon sens, grand-chose. La FIFA fonctionne en silo, en fait, concrètement. Elle a les pleins pouvoirs en son sein. Elle possède la Coupe du Monde de football. Elle la loue tous les 4 ans à un ou plusieurs pays. Donc, forcément, de ce point de vue-là, elle ne subira pas ces conséquences. Par contre, elle peut modifier sa politique à partir du moment où des groupes de personnes décident de boycotter la compétition si ça ne respecte pas X ou Y règles. Elle peut, si, je ne sais pas, un pays, par exemple, décide de dire en fait, nous, ce football-là, il ne nous intéresse plus, donc on voudrait je ne sais pas, organiser une autre compétition en parallèle, etc., ça pourrait la mettre en difficulté. Après, le problème, c'est que la FIFA a un monopole. Je vous vois justement faire une moue, mais elle a un monopole sur le football. Mais c'est tout le problème, justement. S'il y avait une concurrence au sein même du football, ça existait ce que vous pourrait dites, être parce que l'UEFA qui organise les compétitions comme la FIFA, mais au niveau européen, elle a été contestée un moment par un organisme privé pour organiser la Super League, mais c'était pour toujours plus de libéralisme, de ticketing, d'hospitalité, de droit télé. C'est certainement pas pour basculer du côté sport populaire, sport pour tous. Moi, je pense que ces grandes institutions, elles sont pas parfaites, mais elles ont le mérite néanmoins de faire en sorte qu'il y ait une forme d'unité et qui garde quand même une forme de fonctionnement pyramidal à l'organisation du foot et à la redistribution. Quant à la politique dans la Coupe du Monde, je suis désolé, mais ça n'a jamais été un monastère, la Coupe du Monde. Ça a toujours existé. Depuis 1930. Justement, est-ce que pour vous tout de même, là, même des personnes qui n'aimaient pas le football ont pu constater, lors de cette affaire avec Folarin Balogun, vraiment ce joueur américain, Donald Trump a appelé le président de la FIFA pour lui dire il faut enlever le carton rouge. Là, on a vu quand même l'implication de la politique à son plus haut niveau. Le célèbre Brésilien Garrincha était suspendu pour la finale de la Coupe du Monde 62 et il y a une intervention politique qui a fait qu'il a joué le match et le Brésil a gagné la finale contre la Tchécoslovaquie. Mais justement, en fait, c'est justement ça. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas le glorifier, le valoriser. Ah non, bien sûr que non. Justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu que tout le monde le voit, tout le monde a vu le coup de téléphone de Donald Trump, à partir de là... Tout le monde l'a toujours vu, l'a toujours su, en fait. Oui. Mais la Coupe du Monde a cette vague-là... C'est juste que c'est plus grossier quand c'est Trump, parce que c'est Trump. Alors, c'est plus grossier. Justement, on va le voir avec vous. Allons-y, on va le voir avec vous. Entre Donald Trump et Gianni Infantino, pas plus tard que vendredi dernier, avant la petite finale, avant la finale, conférence de presse avec le président de la FIFA qui prend la parole aux côtés de Donald Trump. Écoutez.
would not have been such an incredible success without you, your administration. Every single person in the White House contributed to create this safe and secure and joyful environment to live something that the world has never seen. Alors là, on entend, c'est même la complaisance d'Infantino pour Trump. Est-ce que, Vanessa Lemoyne, vous parleriez d'une relation presque incestueuse entre ces deux hommes? Alors, incestueux, je ne sais pas, puisqu'ils ne sont pas de la même famille, jusqu'à preuve du contraire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de démagogie déjà dans ce discours-là et d'une envie d'imposer un discours. Et alors, je ferai le parallèle avec moi, ce que j'ai vécu lors de la Coupe d'Afrique des Nations, que j'ai couvert au Maroc. C'est du shaping. Voilà. En gros, c'est retenir un discours, matraquer d'un discours, communiquer constamment, tout se passe bien, tout est merveilleux, c'est la meilleure compétition du monde, et en fait ne jamais répondre, ou alors par des formules comme « ne vous inquiétez pas, nous trouverons une solution », c'est déjà à plusieurs reprises Gianni Infantino ce qu'il a dit, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, tout comme là, moi quelque chose que j'ai pu observer, c'est la présence, l'ultra-présence des influenceurs sur les bords du terrain. Et Lucas Aubin, Gianni Infantino, on l'appelle le pape du football. On rappelle que la FIFA, c'est 211 fédérations nationales, c'est plus que de pays qu'il n'y a à l'ONU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gianni Infantino il a plus de pouvoir, de poids qu'un chef d'État? Non, il n'a clairement pas plus de pouvoir. Par contre, il a une influence sur la géopolitique mondiale, sur l'ONU elle-même. Et c'est pas Gianni Infantino, en fait, c'est la FIFA. Il faut toujours essayer de se détacher du dirigeant, parce qu'en fait, la FIFA, quand on regarde son histoire, c'est aller crescendo finalement dans cette direction. Il y a un exemple assez intéressant, parce que vous l'avez rappelé, il y a plus effectivement de pays à la FIFA que de pays à l'ONU. Ça, c'est vraiment important. Je crois que c'est 211 contre 193, donc c'est vraiment important. Au moment où l'Algérie voulait son indépendance dans les années 50, elle a créé une équipe de foot parallèle à l'équipe de France de football, parce que les joueurs algériens à l'époque jouaient dans l'équipe de France de football. Pendant plusieurs années, cette équipe d'Algérie indépendante, du FLN, Front de Libération Nationale, a fait une tournée à l'échelle internationale pour justement exister, donc montrer son drapeau, son hymne, etc. Elle n'a pas été soutenue directement par la FIFA, par contre elle a fait des demandes, encore et encore, pour y être reconnue, et au moment où elle a eu son indépendance, elle l'est devenue, en partie grâce à la FIFA, et surtout, plus largement, grâce au football. Et en fait, c'est là qu'on voit toute l'importance de la FIFA aujourd'hui, je crois. Elle possède un sport qui est un attribut de chacun des États-nations qui existent aujourd'hui. Alors, vous le disiez, Cyril Linette, que c'est pas nouveau, en effet. Et on va voir que notre indignation, parfois aussi, l'indignation populaire n'est pas nouvelle jusqu'à un certain point. On va le voir avec notre archive qui nous emmène à la Coupe du Monde de 2022, qui était alors organisée au Qatar. De nombreuses polémiques autour de cet événement, notamment autour du non-respect des droits humains dans l'Émirat. Et certaines villes françaises, comme Lyon ou Bordeaux, appellent au boycott, mais également de plus petites communes, à l'image de Chomérac, en Ardèche, où le maire, vous allez voir, tente d'organiser la résistance. La décision est prise. Le maire de Chomérac n'installera pas d'écran géant sur la place du village pour la Coupe du Monde au Qatar. Par respect pour les ouvriers qui sont morts lors de la construction des stades et parce que l'époque est aux économies d'énergie. Pendant qu'ici on va se serrer la ceinture, là-bas ils vont dépenser sans compter pour climatiser les stades. Et puis il y a aussi un volet qui est important quand on est élu, c'est l'utilisation de l'argent public. Mettre un écran géant, c'est à peu près 6 000 €, donc je ne mettrai pas, c'est sûr, 1 euro pour cette Coupe du Monde. Alors des appels au boycott, il y en a eu plein. Il y a eu le Qatar, mais il y a eu aussi la Russie. Il y a même eu là les États-Unis cette année, le plus gros pollueur de la planète. Et on a l'impression que ça ne change pas grand-chose. Les organisateurs continuent à faire comme si. Les spectateurs sont toujours aussi nombreux. 24 millions de Français devant leur télé pour Argentine-France au Qatar, pour la finale au Qatar. Donc finalement, ce sont des postures, ces appels au boycott. Oui, je pense que ça ne fonctionnera pas. La Coupe du Monde de foot est trop puissante et depuis toujours. Encore une fois, le métier de la FIFA, c'est de développer son produit, c'est d'ouvrir à de nouveaux marchés. C'est ce qu'elle a fait avec ses 48 pays, même si effectivement, sportivement, c'était pas forcément toujours justifié. Mais il faut pas être trop ethnocentrique pour les nouveaux pays qui se sont qualifiés. C'était quand même une aventure assez extraordinaire. Parler pour ceux qui n'auraient pas suivi. Il y avait en effet des équipes comme le Cap-Vert, comme le Congo, comme l'Ouzbékistan, en fait, qui ne sont pas des habitués en effet de ce genre de compétition et qui se sont retrouvés là et qui ont d'ailleurs plutôt bien fonctionné comme le Cap-Vert par exemple. Oui, et en tout cas pour eux ça a été, je pense pour leur population, une aventure absolument extraordinaire. Après effectivement il y a deux limites au développement du produit quand on est une institution. Un, il ne faut pas dénaturer le sport
parce que le sport, c'est créateur d'émotions. Les sponsors, faut pas se leurrer, ils viennent pour de l'émotion. Donc s'il n'y a plus d'émotion, donc si on va trop loin dans les pauses fraîcheurs et autres, là, on dénature le produit. Donc il ne faut pas tuer le produit sur lequel on est assis. Et puis deuxièmement, je rejoins Vanessa, ne pas se couper complètement des bases populaires, parce que le foot, par définition, est un sport populaire. Donc il faut avoir cette réflexion, compris sur le prix des places. Mais c'est un sujet dangereux. Rappelez-vous, Paris 2024, la promesse de on aura des prix accessibles, et puis c'était pas tenable, et ça a été compliqué derrière pour Tony Estanguet. Donc c'est ça le sport business, c'est toujours complexe. Ne pas tuer la bête, Vanessa Lemoigne. Là, il y avait donc il y avait 48 équipes cette année. On parle de 64, alors peut-être pour les prochains 2030 en Espagne ou 2034 en Arabie Saoudite. Est-ce que là, on ne tue pas la bête avec 64 équipes et on va encore en rajouter derrière? Alors en fait, moi, là-dessus, j'ai une vraie ambivalence. Tout comme j'en ai une en pensant à Gianni Infantino. Est-ce qu'il est le plus grand humaniste que l'histoire est portée parce qu'il est avec son football unit, je suis là pour, comme on vient de l'entendre notamment avec Donald Trump, le football uni, c'est vrai que ça met aussi la lumière sur des histoires, sur des pays. Avec ces 48 équipes, il permet à des équipes qui n'ont jamais pu participer à la Coupe du Monde d'être là et de vivre cette expérience-là. On raconte des histoires, donc on est dans le vrai storytelling de ce qu'est le football par essence. Mais en même temps, comment on fait pour faire un tournoi à 64, déjà 48, je suis décédée. Oui, c'est ça, oui, parce que vous l'avez suivi, vous. Mais donc, je n'ai pas dormi la nuit, tout simplement. Là, bon, pour ce qui est du Maroc, Espagne, Portugal, la prochaine, ce sera la journée, on sera en Europe. Mais comment on fait 64? Est-ce qu'on fait un pré-tournoi, finalement et après, on a le tournoi l'été? Ou est-ce qu'on va faire une Coupe du Monde qui va durer quoi, 3 mois? Comment est-ce que c'est possible de faire? Donc, en fait, je pense qu'il est déjà en train de réfléchir à autre chose. Et ce qui m'intéresse là-dedans, surtout, c'est qu'on parlait de l'UEFA tout à l'heure. Et je pense qu'en fait, le but de tout ça, et donc là je rejoins le côté un peu machiavélique peut-être de Gianni Infantino, est-ce que ce ne serait pas de tuer l'UEFA en fait tout simplement, parce qu'il y a une vraie guéguerre entre les deux. Il a déjà récupéré la Coupe d'Afrique des Nations, et cette CAN, il veut l'organiser en face de l'Euro. Donc ça dit beaucoup de choses. On voit en effet qu'il y a des combats qui se mènent. En tout cas, voilà, on a l'impression que c'est un feuilleton à suivre qui va bien au-delà seulement de pousser un ballon au fond d'un filet. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes. Dans un instant, il sera temps de retrouver les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Nous verrons que l'on peut acheter le baiser de Gustav Klimt pour 300 €. Oui, mais en Lego, je vous assure, on ne verra pas la différence. Avant de nous intéresser au transfert de la tapisserie de Bayeux sur les terres de la perfide Albion, une vraie épopée. Mais pour l'heure, retrouvons l'expert de la culture G, celui qui n'hésite jamais à s'intéresser aux vraies questions qui permettent de répondre aux grandes interrogations de l'existence. Ce soir, vous dînerez moins bête. Peut-on se parfumer avec de l'urine? Peut-on se parfumer avec de l'urine? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En Afrique du Sud vit un petit mammifère, le daman du Cap. Il ressemble à un gros cobaye et il a une habitude particulière. Lui et sa famille urinent toujours au même endroit pendant des siècles. Résultat, l'urine se fossilise, elle forme une pierre sombre et brillante. On l'appelle la pierre d'Afrique. Et les parfumeurs l'utilisent depuis des siècles avec avidité. Diluée dans l'alcool, l'urine fossilisée produit une odeur proche de la civette, un autre fixateur puissant pour les parfums. Et la civette est encore plus dégoûtante car on obtient ce fixateur en curetant les glandes anales d'un petit carnivore d'Afrique, la civette. La sécrétion est pâteuse et l'odeur fécale. Si vous comptiez dîner tranquillement, c'est raté car les parfumeurs ont un faible pour un autre ingrédient dégoûtant, l'ambre gris. C'est une concrétion intestinale de cachalot. Le cachalot avale des becs de calamar, ça irrite son estomac, il expulse une masse avec ses déjections, ça flotte dans l'océan pendant des années, puis ça s'échoue sur nos plages. C'est à ce moment-là que les parfumeurs se précipitent. Je ne vous parle pas du musc, ces glandes abdominales du chevrotin d'Asie, ou du castoreum, les glandes du castor, car ce sont aussi d'excellents fixateurs, ce qui permet au parfum de tenir sur votre peau pendant des jours. Rassurez-vous, le parfum n'est pas le seul domaine de la beauté à utiliser des ingrédients répugnants. Depuis le XVIIe siècle, les Japonaises utilisent des excréments de rossignol pour se blanchir la peau. Dans la Rome antique, les femmes raffolaient de bouse de crocodile. Mélangée à de la boue, c'était, paraît-il, un excellent masque anti-âge. Et pour la peau douce, elles utilisaient plutôt de l'urine d'âne. En Égypte ancienne, Cléopâtre écrasait des insectes sur ses lèvres. Le jus rouge servait de rouge à lèvres. D'accord, aujourd'hui la plupart de ces ingrédients sont remplacés par des molécules de synthèse, sauf les excréments de rossignol. Avis aux amateurs, voilà, vous vous parfumerez moins bête.
Merci beaucoup, Victor Huquiller, et surtout, un très bon appétit. Hein, c'est surtout ça qui est intéressant. Allez, il est temps de les retrouver, Marjorie Adelson et Théophile Cossa. On commence avec vous. Marjorie, l'un des plus célèbres tableaux au monde pourrait bientôt être dans notre salon. Oui, il est à Vienne ce que la Joconde est à Paris, un symbole. Il s'agit du baiser du peintre autrichien Gustav Klimt, cette fameuse étreinte d'un couple, elle à genoux, lui il enlaçant tendrement, le tout assorti de dorures, bref, une ode à l'amour. Et bien désormais, cet amour est disponible pour tous, en kit et avec un mode d'emploi. Le musée du Belvédère à Vienne, là où se trouve donc le tableau, vient de signer un partenariat avec la marque Lego. Dès le 4 août, vous pourrez reconstituer chez vous le tableau de Klimt, un peu comme une sorte de puzzle en 3D, avant de l'accrocher au mur. Prix 299 €. Quand on aime, on ne compte pas ni le prix ni le nombre de pièces. 4000 au total. Si vous avez peur de vous ennuyer pendant les vacances, la solution est donc toute trouvée. Alors, c'est pas la première fois que Lego propose des coffrets pour reconstituer une œuvre d'art. La marque l'a déjà fait avec d'autres tableaux, par exemple les tournesols de Van Gogh, la Joconde ou encore le bassin aux nymphéas de Claude Monet. Et là aussi, c'était plus de 3000 pièces. Mais alors, Marjorie, qui finit l'assemblage de ce genre de coffret? Alors pas moi, mais beaucoup de gens et majoritairement des adultes. L'année passée, Lego a vu son bénéfice net augmenter de 20% avec un chiffre d'affaires à 11 milliards d'euros. En cause, la fin de cette image de jouet pour enfants et aussi évidemment un repositionnement stratégique. Aujourd'hui, un acheteur sur 5 de Lego est un adulte. Quand je dis ça, c'est qu'il achète le jeu pour lui. D'ailleurs, il a même un sigle, 18 ans et plus, vous le voyez. Alors, il n'y a évidemment pas de contenu violent ou de contenu érotique, mais c'est bien une stratégie marketing. Et donc, dorénavant, on peut reproduire des monuments célèbres ou des œuvres d'art, comme on vient de le voir, le tout avec un doux parfum d'enfance. Et pourquoi un tel succès ? Eh bien parce qu'en fait, on n'achète pas uniquement un tableau en Lego. On achète 15 heures, 20 heures sans téléphone, 40 heures dans votre cas très probablement Jean-Mathieu. Et ça, c'est si vous abandonnez pas avant. Alors cette tendance, elle s'inscrit dans un engouement de ce qu'on appelle parfois la construction méditative. Les tricots, les puzzles, la poterie reviennent ainsi à la mode. Ils sont notamment poussés par des vidéos sur les réseaux sociaux et par la fierté de vouloir fabriquer quelque chose, un petit peu comme quand on a assemblé un meuble Ikea sans se tromper. Alors au final, eh bien, ce baiser, vous le trouverez sans doute encore plus beau que l'original. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous l'aurez monté vous-même. Et oui, voilà. En tout cas, une bonne idée. Merci beaucoup, Marjorie. Allez avec vous, Théophile. Alors, ça ne va pas être un Lego, mais c'est aussi un monument. On va parler de la tapisserie de Bayeux, qui est à Londres actuellement, prêtée pour 1 an au British Museum. Elle a traversé la Manche il y a 10 jours et est examinée à partir d'aujourd'hui pour vérifier si rien n'a été abîmé. Dites-nous, prêter sa tapisserie aux Anglais, comment ça marche ? Regardez ce chef-d'œuvre, fait de lin et de laine. Elle mesure, rendez-vous compte, 70 mètres de long, tissée au 9e siècle. Elle raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Un joyau historique inestimable qu'Emmanuel Macron décide en 2025 de prêter à nos voisins anglais pour réchauffer nos relations. Et c'est pas rien. Cette relique, qui passionne aussi les Britanniques, n'a quitté Bayeux dans le Calvados que 2 fois dans sa vie. En 1804, elle a visité Paris pour une grande expo médiévale. Et en 1944, elle est planquée pour éviter les bombardements. Oui, sauf que pour certains spécialistes, ce nouveau voyage pour une dame aussi âgée est une pure folie. La tapisserie est extrêmement fragile. Elle a 10 000 trous, et c'est pas une expression. Une trentaine de déchirures non stabilisées. Une pétition est même lancée pour annuler le prêt. Mais la décision est prise. La tapisserie a traversé la Manche dans la nuit du 9 au 10 juillet. Et cette traversée de la Manche, ça a été une opération millimétrée. Ah oui, répétée, re-répétée avec un fac-similé de la tapisserie aux mêmes dimensions. La doublure a fait le trajet Bayeux-Londres 2 fois par camion en conditions réelles, notamment pour tester le double caisson de transport conçu sur mesure. Un premier caisson climatique chargé de maintenir la tapisserie à 20 degrés et à 50% d'hygrométrie, c'est le taux d'humidité dans l'air, et un deuxième caisson anti-vibration pour absorber les chocs. Jeudi 9 juillet, D-Day en fin de journée, et dans le plus grand secret, la tapisserie quitte Bayeux sous escorte. Et alors, quelle escorte ? 300 gendarmes mobilisés côté français, hélicoptères, drones, tout pour surveiller le camion jusqu'à son arrivée à l'entrée du tunnel sous la Manche. Réceptionné de l'autre côté par les Anglais, il est arrivé à Londres à 4h du matin. Et le feuilleton n'est pas encore terminé. Non, la semaine dernière, les restauratrices françaises et britanniques ont appris à manipuler la tapisserie
avec la doublure. Jeudi, on l'a enfin sorti de son caisson pour l'étaler sur une table. Ça a pris, tenez-vous bien, presque 24 heures et c'est toujours pas fini. Aujourd'hui, commencez donc la séance photo, chaque millimètre carré capturé, avant de passer au constat d'état pour vérifier qu'il n'y a aucune dégradation. Ça va durer 3 semaines. Et alors, je souhaite à nos amis anglais qu'il n'y ait pas un seul nouveau fil esquinté. A priori, pour l'instant, all good. Selon le Financial Times, le Royaume-Uni a accepté de mettre en garantie 1,35 milliard d'euros pour rassurer l'État français. Les Anglais pourront, eux, admirer la tapisserie de Bayeux au British Museum de septembre 2026 à juillet 2027, avant son grand retour à la maison. Guillaume le Conquérant n'est pas encore rendu. Voilà, à bon entendeur, hein, en tout cas, voilà, c'est un avertissement. Merci beaucoup Théophile, merci. Mes amis, à suivre sur Arte, votre série animée Putain de chat, puis un film grandiose de John Ford avec James Stewart et John Wayne, l'homme qui tua à Liberty Valence. C'est très bien, ça sent la poudre, l'écurie, l'alcool frelaté. Et ça ne sera bien sûr sous aucun prétexte. Nous, on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau numéro de 28 minutes dès 20h05. Tchuss.